Moi, mon cancer, à l'annonce, je l'ai vu comme une opportunité de me révéler. À aucun moment, j'ai senti l'injustice, à aucun moment, j'ai eu peur de la mort. J'ai eu mon moment de colère, mais il est arrivé très très tard. L'après-cancer, ou en tout cas l'après-traitement, c'est comme un soldat qui a été des mois et des mois en guerre, qui a vu des choses ignobles, qui a vécu des choses ignobles, ressenti des choses ignobles, qui a survécu alors que d'autres n'ont pas survécu, et qui doit tranquillement rentrer à la maison et reprendre le cours de sa vie. Pourquoi j'ai attendu autant de temps pour célébrer mon corps ? Pourquoi ? Et là, j'ai beau avoir passé ma vie, comme la plupart des femmes, je pense, à critiquer mon corps. Ah, j'ai un peu de gras là. Ah, j'ai de la cellulite là. Ah, mes seins, ils tombent. Ah, puis là, j'ai des gros bras. Mais quand tu es face à une maladie qui risque de te faire perdre une partie de toi, là, ton corps, tu le trouves merveilleux. Cette partie d'elle qui stigmatise la maladie ou qui stigmatise un choc émotionnel quand c'est une alopécie permanente, là, de voir cette partie-là qu'elle n'accepte pas toujours très bien, complètement métamorphosée et transformée en art. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Take a step back, look around. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Waouh, quel épisode riche et dense. J'ai l'impression d'avoir enregistré 10 épisodes en un. Fanny, après avoir été accompagnante, est passée de l'autre côté de la barrière et c'est elle-même qui a été touchée à 34 ans par un cancer du sein agressif. Ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses sur la communication entre malades et proches. Nous avons parlé de l'annonce. Comment annoncer un cancer à sa famille, à ses amis ? Il n'y a pas de règle, elle a juste partagé son ressenti. Fanny a vécu son cancer de manière sereine et positive. Elle a voulu le voir comme une opportunité de se révéler. Elle a voulu en faire quelque chose et elle en a fait quelque chose de merveilleux. Le projet Maquille mon crâne, devenu maintenant association, nous en parlerons en long et en large. Fanny nous partage avec beaucoup d'authenticité la dépression profonde qu'elle a vécue après les rayons et ce sentiment de ne plus rien savoir, d'être véritablement une coquille vide qui ne savait plus ce qu'elle voulait ni ce qu'elle aimait. Elle ne savait même plus si elle voulait continuer Maquille mon crâne, alors elle a fait un grand voyage où elle s'est coupée de tout. Elle nous parle aussi de l'oppression des réseaux sociaux, une sacrée mise en garde, merci à elle. Pendant ce témoignage, nous suivrons le récit de la Fanny d'avant, de la Fanny pendant et de la Fanny d'après, qui est encore en cheminement, qui veut vibrer, qui veut être libre, qui veut s'exprimer, qui veut être alignée. Je la cite, « Le bonheur se trouve dans l'alignement avec soi-même ». Et puis, nous parlerons de ce magnifique projet « Maquille mon crâne », ou, autrement dit, faire de son crâne une œuvre d'art, un kiff personnel devenu mission de vie. C'est pas génial ça ? Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Delphine. Je suis super contente qu'on ait réussi à trouver une date pour enregistrer. Moi aussi. Et on avait été il y avait des problèmes avec les grèves, donc ça y est, on y est. Merci mille fois. Écoute, on va commencer de manière relativement classique. Tu vas te présenter ta situation familiale, ton âge, la Fanny d'avant, et puis on va passer à l'événement qui a changé ta vie. Ok, très bien. Eh bien écoute, bonjour à tous, je m'appelle Fanny, j'ai 36 ans, je suis actuellement célibataire, séparée depuis peu de temps, et je suis maquilleuse professionnelle depuis une quinzaine d'années, et de façon plus officielle, même si je suis toujours en arrêt actuellement, je suis chef de projet de formation internationale pour une marque de cosmétiques. Et le 7 juin 2021, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, HER2 triple positif. Et tu avais des signes avant-coureurs ou comment ça s'est passé ? Le seul signe avant-coureur que j'ai eu, c'est la découverte d'une boule de façon complètement hasardeuse. J'étais au lit avec mon ex-fiancé et on a trouvé cette boule dans mon sein gauche qui était déjà très présente, très dure, très volumineuse. Donc j'étais assez étonnée de ne pas l'avoir vue avant.
Et ça s'est fait très rapidement. J'ai pris rendez-vous chez ma gynéco. Et puis, en quelques jours, j'avais rendez-vous pour une écho, pour une mammo, puis biopsie. Et voilà, le 7 juin, c'était la grande nouvelle. Tu as eu tous les traitements possibles et imaginables. J'ai eu 6 mois de chimiothérapie, donc 4C, 12 Taxol. J'ai eu ensuite une chirurgie conservatrice. Donc, on m'a fait une tumorectomie. Parce que la tumeur que j'avais appelée Gilbert, c'était son petit nom. Gilbert avait bien fondu après la chimio, donc on a pu conserver mon sein. Et ensuite, j'ai fait 33 séances de radiothérapie. Ouais, ça c'est beaucoup ça, ouais. Et j'ai terminé avec de l'immunothérapie. Enfin, c'était des piqûres d'Herceptine dans la cuisse. J'en ai eu un peu plus de 15. Et j'ai terminé mes traitements en novembre 2022. Ah oui, donc c'est carrément... En fait, quand il y a l'Herceptine, ça fait quasi 1 an et demi de chimio, en fait. On peut dire même, hein. C'est ça. Après, je ne sais pas si on peut vraiment considérer l'Herceptine comme de la chimio. Mais c'est quand même 1 an et demi de traitement. Oui. Donc c'est quand même plus long. Oui. Et ça t'a aidé de l'appeler Gilbert? Oui. Je ne sais pas si j'avais besoin d'aide. En tout cas, j'avais besoin de personnifier ce cancer. Le nom Gilbert m'est apparu assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais besoin d'un prénom un petit peu... n'en déplaise à tous les Gilbert, mais j'avais besoin d'un prénom un petit peu beauf, un petit peu pâteau, comme ça, qui me faisait pas peur, en fait. Donc, c'est bien. Donc ça t'a aidé, en fait, à dédramatiser, peut-être, ou... Je sais pas si j'avais besoin de dédramatiser, parce qu'honnêtement, j'ai pris assez sereinement toute cette aventure. En tout cas, j'avais besoin de lui donner un nom, pour éviter peut-être aussi de l'appeler cancer, tout simplement. Oui. J'avais juste envie de l'appeler Gilbert et de pouvoir dire fuck Gilbert quand j'avais envie de lui dire fuck, de pouvoir faire des blagues sur Gilbert, de pouvoir lui dire à tous mes proches, ça y est, Gilbert est parti quand je me suis fait opérer. C'est sympa. Voilà, j'avais besoin de l'appeler Gilbert. 34 ans, c'est quand même vachement jeune. Est-ce que tu avais déjà eu des cancers autour de toi où tu étais vraiment... c'était un monde complètement nouveau pour toi? Oui, j'avais déjà eu des cancers autour de moi, alors pas liés génétiquement, c'est-à-dire que j'ai fait les tests génétiques, il y avait rien de ce côté-là. Je suis le premier cancer du sein de ma famille, si j'exclus la femme de mon cousin, mais on n'est pas reliés par le sang. Mes 2 oncles ont eu un cancer aussi. Maintenant, je connais bien le cancer parce que mon ex-compagnon avait un lymphome. Et j'ai été son accompagnante pendant 4 ans. Donc là, je suis passée de l'autre côté. Et c'est étrange, mais ça m'a appris énormément de choses aussi sur mon ancienne relation, des choses que je ne comprenais pas chez mon compagnon à l'époque, parce qu'on avait un souci de communication et forcément, il y avait des choses que je ne pouvais pas comprendre et que j'ai comprises en les vivant directement. C'est hyper intéressant ce que tu dis, quoi. Et donc, ça illustre quand même, en fait, finalement, le décalage entre le malade et l'entourage. Complètement. Malgré que tu étais son amoureuse, quoi. Il y avait, et tu dirais que c'était des problèmes de communication ou des ressentis tellement différents ou À l'époque, notre principal souci, c'était ça. C'était la communication. C'est une personne, il est toujours là aujourd'hui, il est guéri. Il est guéri. C'est une personne qui gardait beaucoup de choses pour elle. Et je pense qu'à l'époque, j'étais pas non plus peut-être en capacité de mieux communiquer, ou en tout cas de l'encourager à mieux communiquer avec moi. Et il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup d'incompréhensions qui restaient non réglées, beaucoup de frustration. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas parce qu'il ne les montrait pas et parce que j'en avais pas conscience. Et on était rentrés aussi dans un schéma où moi, je me suis un peu oubliée pendant sa maladie. En tout cas, pendant une première partie de sa maladie, parce que, on a eu une séparation et puis on s'est remis ensemble, enfin bref. Et la première partie de notre relation, c'est vrai que je m'étais un peu oubliée, je voyais moins mes amis, je donnais moins de place à mes passions, je donnais moins de place à mon bien-être personnel. Et je pense que ça a pu l'étouffer, lui, de son côté. Moi, je me suis étouffée toute seule parce que je tiens énormément à ma liberté. Et là, finalement, je me la coupais toute seule parce que j'avais peur. Pour t'occuper de lui, voilà, en fait. Mais il ne me demandait rien, mais j'avais peur. J'avais peur constamment de le perdre, en fait. Et ça a fini par nous séparer. On est restés séparés plusieurs mois. Pendant ces mois, je me suis retrouvée et ça a été comme ce que je viens de faire là, j'ai pris une grande respiration et ça m'a fait du bien. Finalement, nos chemins se sont recroisés. À ce moment-là, il était en rémission, on s'est remis ensemble.
Et ça n'a pas fonctionné parce que je pense que là, ce qui n'a pas fonctionné, et c'est encore une fois ce que je rencontre aujourd'hui comme souci, c'est que lui, il était dans sa période d'après-cancer. Et encore une fois, j'étais pas dans la capacité de comprendre ce qu'il vivait à l'époque. On n'arrivait toujours pas à communiquer. Et finalement, ça nous a séparés. Parce que lui, je pense qu'il était dans un moment extrêmement chaotique dans sa vie. Et moi, j'avais au contraire besoin de garder les habitudes de célibataire, entre guillemets, de femme libre, auxquelles j'avais pu goûter pendant notre pause. Et ça n'allait plus, quoi. On n'était plus alignés. Mais ce que je regrette, c'est ces limites de compréhension. C'est ça qui nous a détruits. Maintenant, aujourd'hui, je comprends mieux ce qu'il a vécu et on a pu échanger quelques messages pendant mon propre traitement. Et lui-même a reconnu, il m'a dit, on n'était pas fait pour se comprendre à l'époque. Voilà. L'ironie du sort veut que... Et avec mon dernier compagnon, donc celui qui m'a accompagnée pendant mes traitements, c'est vrai que une des premières pensées que j'ai eues quand on m'a appris que j'étais malade, c'était lui. C'était, il va vivre ce que j'ai vécu avec mon ex. Et c'est vrai qu'un de mes premiers réflexes, ça a été de le briefer. Peut-être à tort, parce que je ne sais pas si ça a été bien pris de l'autre côté, mais je lui ai dit dès le départ, je te préviens, je ne veux pas que tu t'oublies pendant mes traitements, je ne veux pas que tu te consacres 100% à moi. Tu peux me soutenir, tu peux être là pour moi, mais je veux que tu continues à vivre. Parce que je savais que c'était ça qui avait détruit mon ancienne relation. Mais c'est magnifique d'avoir dit ça. Je ne sais pas si c'est magnifique, en tout cas... Peut-être que c'était un peu brutal pour lui de l'entendre parce que lui, la première chose qu'il voulait, c'était me dire qu'il serait là et qu'il allait tout faire pour m'aider. Et qu'il avait peut-être peur aussi, en fait. Ouais. Qu'il avait peur, bien sûr qu'il avait peur. Et on a perdu sa mère d'un cancer 1 an avant qu'on m'apprenne le mien. Oh. Donc bien sûr qu'il avait peur, c'est évident. Après, je pense qu'il faisait confiance en ma résilience parce que j'ai très vite... Dès le diagnostic, j'ai pris ce cancer de façon très sereine et j'ai décidé de le vivre de la façon la plus digne et la plus positive possible. Donc je pense qu'il était rassuré de me voir prendre les choses comme ça. Mais peut-être que ça a été, je m'en rends compte avec le recul, ça a peut-être été brutal pour lui que je lui dise ça dès le début en mode je te préviens, tu penses à toi et tu donnes pas ta vie pour moi. Mais alors voilà. C'est vrai que de l'extérieur ça paraît très altruiste et vraiment magnifique, mais oui, peut-être qu'il s'est senti mis à l'écart ou je sais pas. C'est tellement difficile. Hein. Mais il y a plein de trucs dont je me rends compte maintenant avec le recul, des attitudes que j'ai eues avec certains proches ou des façons d'annoncer mon cancer, où avec le recul, je me dis « Oh, t'as été brutale. T'as été vraiment brutale. » Ou alors, t'as pas fait les choses comme il fallait. Alors oui, je devais déjà dealer avec ce qu'on venait de m'annoncer et c'était pas facile sûrement pour moi à ce moment-là de prendre toutes ces informations, mais je regrette la façon dont je l'ai annoncé à certaines personnes, oui. Et je regrette certaines attitudes que j'ai pu avoir pendant mon traitement. Et aujourd'hui, je suis dans une phase un petit peu de volonté de faire amende honorable, d'être authentique avec les gens et de présenter mes excuses si j'ai besoin de m'excuser ou de reconnaître que mais Fanny, moi aussi j'ai eu mes torts, même si j'étais malade, moi aussi j'avais des torts. Mais est-ce que c'était peut-être la seule manière de le faire à ce moment-là? Je sais pas. Est-ce que tu peux prendre un petit exemple? Tu penses à quelque chose de particulier? Parce que c'est vrai que ça peut intéresser évidemment les auditeurs. C'est pas facile, hein. Comment est-ce qu'on l'annonce aux enfants? Comment est-ce qu'on l'annonce aux amis? C'est vrai que moi je me souviens quand je l'ai appris, je me suis dit est-ce que je téléphone à ma meilleure copine? Non, elle est assez débordée pour le moment, je vais l'embêter avec ça. Et puis c'est difficile, hein. Est-ce que tu te souviens de Oui, j'ai plusieurs exemples. Déjà vis-à-vis de ma famille, je ne l'ai annoncé directement qu'à ma mère et à ma sœur. Je les ai chargés de l'annoncer aux autres, aux cousins, aux oncles et tantes, etc. Donc d'un côté, je regrette pas parce que c'est vrai que je me sentais pas d'appeler tout le monde. Mais tu t'imagines, bah oui. C'est lourd à porter de t'expliquer et puis finalement t'es aussi vu la position que j'avais prise dès le départ de rester digne et positive. Tous les appels que j'ai passés, finalement, c'est moi qui finissais par réconforter l'autre. Oui, je vois tout à fait ce que tu dis. Mais ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas, mais ça prend de l'énergie. Donc c'est vrai que pour ma famille, j'avais chargé ma mère et ma sœur de le faire. Et avec le recul, je me dis, ça a peut-être été lourd pour elles de déjà accepter que leur fille et leur sœur soient malades et en plus de l'annoncer à la famille, donc d'elles perdre leur énergie à le faire.
Pareil pour plusieurs de mes amis. Il y a certains amis à qui je l'ai annoncé directement. Il y a un groupe d'amis, j'ai chargé une amie de leur annoncer. Et je me dis, avec les reculs, d'une, pour elle, ça n'a pas dû être facile de l'annoncer à un groupe d'amis. Et de l'autre côté, ce groupe d'amis a eu l'information d'une tierce personne, même si on est tous amis, mais n'ont pas pu poser toutes les questions qu'ils voulaient ou n'ont pas pu me montrer directement tout le soutien qu'ils voulaient me montrer, en tout cas au moment de l'annonce. Voilà, je regrette un petit peu ces choses-là. Mais tu sais, Fanny, j'entends que tu me racontes tout ça, mais je vois aucune mauvaise intention. Non, il n'y avait aucune mauvaise intention. Hein. Mais il y a aussi un autre exemple où ça, je me suis excusée à l'un d'entre eux, d'ailleurs, pas aux deux encore, mais j'ai 2 amis photographes qui sont extrêmement doués sur plusieurs styles de photos, mais principalement dans la photo boudoir. Donc, c'est la photo sensuelle, en lingerie, mais tout est suggéré, rien n'est vulgaire. C'est vraiment une mise en valeur du corps et une célébration du corps de la femme et de l'homme aussi. Et il m'avait déjà proposé depuis quelque temps de faire un shooting boudoir et j'avais toujours refusé. Voilà, j'avais un petit peu cette appréhension de me mettre à nu, de me dévoiler. Je suis quand même relativement pudique. Et quand j'ai appris mon cancer, du sein en plus, c'est devenu urgent pour moi de faire ce shooting. Et le lendemain ou le surlendemain de l'annonce, vraiment très rapidement, j'ai appelé les 2. Et sans préambule, sans intro, au téléphone, je leur ai dit, bon écoute, on m'a appris que j'ai un cancer du sein, il faut qu'on fasse le shooting très très vite parce que je vais peut-être pas garder mon sein. Et avec le recul, je me dis, mais waouh, de l'autre côté, ils ont dû avoir le choc de l'information. Je les ai pas du tout préparés à cette information. Je leur ai dit ça au téléphone. Et à la fois, la confiance que tu témoignes. Bien sûr. Voilà. Ben, on peut avoir des regrets, hein, mais quand il n'y a pas de mauvaise intention. Non, il y avait aucune mauvaise intention. Est-ce qu'eux ont pris ça comme quelque chose de violent ou j'ai le retour que l'un d'entre eux, pour l'instant, je me suis pas encore excusée auprès du deuxième, mais tu as eu ce shooting alors pour finir ? Bien, il y a eu ce shooting. Il y a eu ce shooting et l'annonce au téléphone, oui, a été un petit peu choquante, un petit peu brutale. Après, je les remercie encore et j'ai tellement d'autres personnes à remercier sur ce parcours. Il y a moyen que je sois émue dans ce podcast. Tu sais, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des petites larmes dans ce podcast. Mais... Non, voilà, je les remercie encore pour ce qu'ils ont fait pour moi parce qu'ils se sont dégagés du temps hyper vite. C'était dans les 2 semaines qui ont suivi mon annonce parce que je venais juste de me faire poser mon pack. Quand on a fait le shooting. Voilà, j'étais pas au top de ma forme parce que je venais de me faire opérer déjà 3 fois quand on a fait le shooting parce que on m'avait posé le pack et j'avais eu mes 2 préservations de fertilité. Donc j'avais le ventre un petit peu gonflé, quoi, parce que préservation de fertilité. J'avais encore l'espèce d'adhésif sur ma cicatrice de Pâques, donc je leur avais demandé d'essayer de pas prendre ça en photo parce que c'était pas très beau, quoi. Les cicatrices, je m'en fous, mais là c'était un scotch, c'était moche. Mais cette séance, elle a été pour moi hyper importante parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore sûr que j'allais garder mon sein. Ça dépendait des 6 mois de chimio. Et donc, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps pour célébrer mon corps ? Pourquoi ? Et là, j'ai beau avoir passé ma vie, comme la plupart des femmes, je pense, à critiquer mon corps. Ah, j'ai un peu de gras là. Ah, j'ai de la cellulite là. Ah, mes seins, ils tombent. Ah, puis là, j'ai des gros bras. Mais quand tu es face à une maladie qui risque de te faire perdre une partie de toi, là, ton corps, tu le trouves merveilleux. Et t'as juste envie de le mettre en valeur, de le célébrer. Et ce shooting, il a été hyper puissant pour moi parce que c'était un peu ma façon aussi de m'armer encore plus pour la maladie. Le shooting a été fait en 2 parties. Il y a une partie en individuel et ensuite mon ex-fiancé nous a rejoints. Donc, on a même fait des photos de couple. Donc, c'était une façon aussi de nous souder encore plus avant la bataille, entre guillemets. Mais oui, je remercie 1000 fois mes 2 amis photographes d'avoir dégagé du temps aussi vite. C'était très émouvant ou pas, ce shooting ? Comment tu t'es sentie ? Et est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles en fait à toutes les femmes ? Ah oui. Ouais. Moi, je suis 100% convaincue par la photothérapie, mais... Ça, la photothérapie, en règle générale, que ce soit portrait, artistique, on va en parler. Oui, on va en parler, évidemment. Oui. Mais la photo boudoir... Je la conseille, mais on n'a pas forcément besoin de tomber malade pour le faire, hein, mais je la conseille à n'importe qui, homme, femme, couple. Le shooting boudoir, c'est tellement révélateur, ça te permet de faire tomber les barrières un petit peu par rapport à ta peur du jugement de l'autre.
parce que tu te mets quand même à nu devant un inconnu. Bon, moi, c'était pas des inconnus, mais c'était presque pire de me mettre à nu devant deux amis photographes. Oui, c'est encore plus difficile, en fait. Voilà. Oui. Mais bon, tout est fait dans la bienveillance et le respect. Oui, donc tu es tout à fait couverte quand même ou pas? Oui, je c'est suis ça, tout à fait en lingerie. Je suis en lingerie, ou alors je couvre ma poitrine de main. Après, Voilà. il existe des photos en nu artistique, où là, tu montres. Mm-hmm. Mais c'est tellement fait avec bienveillance et tu sens que c'est fait pour l'art. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de regard... Pour sublimer le corps. Oui, c'est fait pour sublimer le corps. Donc non seulement ça te challenge par rapport au jugement de l'autre, mais ça te remet un peu les idées en place par rapport au jugement que tu as de toi-même quand tu vois les photos. Et tu te dis, ah mais en fait, je suis bien en fait. En fait, je suis pas mal, je suis canon. Parce que forcément, eux, leur job, c'est de mettre en valeur tes atouts, de sublimer ton corps avec la lumière, les angles, les poses. Et les photos qu'ils te livrent, elles sont juste sublimes. Moi, j'avais envie de les montrer au monde entier. Ça a été un souci avec mon ex, donc j'ai pas pu toutes les montrer. Mais je le conseille à tout le monde, et sachant que j'ai refait un shooting boudoir avec un de ces deux photographes à la fin de mes traitements. Donc, mais c'était d'autant plus symbolique parce que tu savais pas si tu allais garder ton sein. En fait, ce premier shooting, le premier était symbolique parce que je voulais célébrer mon corps tel qu'il était là. Parce que je me disais, il va changer. Le deuxième shooting que j'ai fait après les traitements, mon corps a changé parce que j'ai des nouvelles cicatrices. Mon sein est toujours là, mais c'est plus le même. Il a des cicatrices, il a perdu un peu de sa masse vu qu'on a enlevé un bout, même si ma chirurgienne a fait un travail impeccable. Quand je regarde les deux shootings, je vois l'évolution. Bon, pas seulement au niveau des cheveux, parce que j'ai fait le premier shooting avec des cheveux longs châtains. Là, j'ai fait le deuxième avec ma coupe courte blond polaire. Donc, rien à voir. Mais sur le deuxième shooting, je me sentais forte. Je me sentais... j'avais envie d'exprimer le côté femme fatale et puissante. Alors que le premier shooting, j'étais plus dans la pudeur et, oui, la célébration de mon corps, mais tout en... presque avec une espèce de retenue, une espèce de timidité. Et là, le deuxième shooting, j'ai senti que j'étais plus dans la fierté de ce que je venais d'accomplir. J'étais encore dans la célébration de mon corps, mais surtout dans le remerciement de mon corps d'avoir subi tous les traitements et de m'avoir sauvée. Et voilà, même si j'en ressens avec des traces visibles et non visibles, on va en parler aussi, je pense. En tout cas, le shooting boudoir, je le conseille à tout le monde. Vraiment, que vous soyez malade ou pas malade, que vous aimiez votre corps ou non, mince, pas mince, on s'en fout. Le shooting boudoir, c'est une révélation et j'ai deux magnifiques photographes à vous proposer. Ils sont où? Je dis pas de commission, mais non, alors il y en a un qui, si tu es à Paris, il y en a un qui est dans le sud, mais ils sont très mobiles. Ah ben tu sais quoi, sur la page du site, sur ta page, qui aura sur mon site, on va mettre leurs coordonnées. Super. Et si tu veux bien, éventuellement partager une ou deux photos de toi, je ne sais pas si elles sont privées, parce que je t'avoue que maintenant, avec tout ce que tu me racontes, j'ai vraiment envie de voir les deux shootings, quoi. Et donc on mettra des photos sur ta page. Ok, génial. Et les coordonnées. Écoute, merci pour ce partage. Et je trouve que c'est alors peut-être que des gens veulent pas aller jusqu'au shooting boudoir, bien mais sûr. Au moins de la photothérapie. La photo, oui. Parce que tu sais, dans mon groupe de soutien, il y a un moment, une dame qui a mis une photo avant et une photo pendant. Les gens ont tendance à mettre une photo pendant le cancer et après le cancer, mais là, elle a fait différemment. Elle a mis avant et puis pendant son cheveu. Et puis, il y a des milliers de personnes qui ont commencé à suivre et qui ont mis leurs photos de avant et pendant. Et je trouvais que toutes ces femmes sans cheveux étaient magnifiques. Mais oui. Vraiment magnifiques. Et avec comme tu dis, tu vois ce que tu exprimes dans ton deuxième shooting avec cette force, avec cette résilience, avec une certaine fierté aussi, une profondeur de regard. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. C'est vraiment... Mais écoute, on va un petit peu déboucher sur ton projet. J'ai juste envie que tu parles de ce dépression post-cancer que tu as eu. Ce post qu'on a vu autour de Noël où tu parlais vraiment d'un chaos. Puis tu en as déjà parlé au début du podcast, comme ton ex-compagnon était dans le post-cancer. Et puis, comment tu as vécu ce post-cancer ? En fait, moi, ma dépression, elle a commencé à la fin de ma radiothérapie, donc à peu près au mois de mai 2022. Faut savoir que de juin à mai 2022, que ce soit à l'annonce de mon cancer, pendant la chimio, la chirurgie, début de la radiothérapie, etc., j'étais dans un état d'esprit ultra positif. Bien sûr, j'avais mes moments de down,
comme tout le monde, qui sont nécessaires. Mais j'étais vraiment, sincèrement, c'était pas une façade, j'étais sereine. J'avais envie de rester digne et de transmettre de la positivité parce que c'est ce que je ressentais. Moi, mon cancer, à l'annonce, je l'ai vu comme une opportunité de me révéler. À aucun moment, j'ai senti l'injustice, à aucun moment, j'ai eu peur de la mort. J'ai eu mon moment de colère, mais il est arrivé très très tard. C'est-à-dire que on m'a annoncé ma maladie en juin, j'ai eu un moment de colère vers la fin de la chimio en novembre. Là, j'en avais marre, mon corps en avait marre. Mais j'ai vraiment, au fond de moi, ressenti qu'il m'arrivait quelque chose qui allait me révéler derrière. Et j'en ai pas eu peur et j'étais pas dans une démarche d'en vouloir à la vie. Mais je pense que d'avoir été aussi active positivement pendant le plus gros de mes traitements, de mon opération, d'avoir fait beaucoup de choses, en fait. J'ai été très active sur les réseaux, j'ai lancé mon projet très tôt, j'ai fait pas mal d'événements, défilé du gang des crânes rasés, défilé ruban rouge sous la Tour Eiffel, pas mal de participation à Octobre Rose, etc. En fait, je pense qu'à un moment donné, le contre-coup a été inévitable. Et on m'avait prévenu déjà que la radiothérapie était, pour certaines personnes, un petit peu plus challengeante parce que on va tous les jours à l'hôpital et on approche de la fin des traitements, même si moi, je savais que j'allais avoir mes piqûres d'herceptine derrière, mais la régularité d'aller-retour à l'hôpital allait de façon brutale diminuer. La radiothérapie, c'était tous les jours. Et à la fin de la radiothérapie, on m'a dit, voilà, super, maintenant, on se voit toutes les 3 semaines pour la piqûre. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à chuter. Ça a été très progressif. Et au mois de juin, je me suis retrouvée dans une dépression profonde. J'avais jamais connu cet état de ma vie. J'ai déjà eu des moments de déprime, comme tout le monde. Mais ce mois de juin, il a été vraiment très brutal. Je me suis sentie vide. Je ne savais plus qui j'étais, ce que je ressentais, ce que je voulais faire. J'avais plus rien de valable en moi. Je savais plus, en fait. Je savais plus rien. Et je pense que il y a plusieurs raisons. Il y a sûrement ce contre-coup de l'approche de la fin des traitements qui fait que tu t'es tellement battu pendant plusieurs mois qu'au bout d'un moment, ton corps et ton esprit, ils tiennent plus. C'est-à-dire que tu te bats plus vraiment pour... voilà. Oui, c'est ça. Hein. Tu sais que t'es en rémission. Voilà. On m'avait annoncé ma rémission à la sortie de mon opération. Gilbert n'était plus dans mon sein. On allait faire des rayons pour consolider le traitement et des petites piqûres. Mais voilà, j'étais en rémission. Et je pense que ce qui a joué aussi, c'est la pression extérieure de l'entourage, qui n'est pas consciente. Hein. Mais tes cheveux repoussent. Visuellement, tu as l'air d'aller mieux. Tu annonces que tu es en rémission. Tu annonces aux gens que les traitements approchent de la fin. Et tout ce que tu entends de tous les côtés, c'est « Ah mais génial, bravo, mais alors quand est-ce que tu reprends le travail? Mais alors vos préparatifs de mariage, ça avance, mais alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Tout ça, c'est bienveillant, c'est voulu comme de la bienveillance, mais pour nous, en tout cas moi je parle en mon nom, mais je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront là-dedans, c'est une pression énorme parce qu'on doit se remettre d'un putain de raz-de-marée. Et en fait, faut qu'on se relève. Faut nous laisser le temps de nous relever. Et il y a une métaphore qu'une sœur de combat, Whitney, avait utilisée dans un podcast d'ailleurs, que je trouve hyper parlante et que je ressors pour expliquer aux gens. L'après-cancer, ou en tout cas l'après-traitement, c'est comme un soldat qui a été des mois et des mois en guerre, qui a vu des choses ignobles, qui a vécu des choses ignobles, ressenti des choses ignobles, qui a survécu, alors que d'autres n'ont pas survécu, et qui doit tranquillement rentrer à la maison et reprendre le cours de sa vie. Voilà. Oui, on est dans du post-traumatique, en fait. On est dans du post-traumatique. Oui. Moi, j'ai eu plusieurs mois, surtout dans ce mois de juin, où on me parlait, et j'avais une absence, et je repensais au moment où on m'annonçait mon cancer. Je repensais au moment où je me rasais les cheveux. Je repensais au moment où on me piquait pour me mettre ma chimio. Et puis, les questions incessantes, quand est-ce que tu vas reprendre le travail? Ou c'est des choses toutes bêtes, mais je savais même plus dire à ce moment-là à mon chéri, je savais plus si je l'aimais. Je savais plus si je voulais me marier avec lui. Je ne savais plus si je voulais continuer maquiller mon crâne. Ça a été jusqu'à la remise en question de mon projet. Je ne savais plus rien. J'étais une coquille vide. Une coquille vide. Et t'as quand même cette pression quand tu vis avec quelqu'un, et je n'imagine même pas les personnes qui vivent ça alors qu'elles sont maman ou papa.
t'as quand même ces pressions de quand même devoir être bien pour la personne avec qui tu vis, de lui transmettre de l'amour, de la tendresse, de la rassurer. Sauf que comment tu peux faire ça alors que toi-même, tu sais plus où t'en es, tu ne sais plus qui tu es. C'est aller jusque-là, tu ne sais plus qui tu es. Donc à partir du moment où tu ne sais plus qui tu es, comment donner de l'amour aux autres ? C'est impossible. En tout cas, moi, j'en ai été incapable. Et je suis partie tout le mois de juillet, je suis partie seule. J'avais besoin de m'éloigner de tout le monde, de tout et de tout le monde. Est-ce que tu penses aussi, Fanny, que c'est parce que tu as été tellement... Il n'y a pas eu de place pour la colère, pour des petits coups de mou. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as été si positive que tout à coup, bam, c'est la chute? Enfin bon, c'est peut-être difficile de répondre à cette question, mais... Honnêtement, j'ai laissé de la place à la colère et au coup de mou. Il y en a eu. Oui. Il y en a eu, je les ai accueillis, je leur ai laissé de la place. C'est juste qu'au global, je suis restée positive. Pour moi, être positive, c'est pas être avec le smile en permanence. J'étais dans la positivité, mais j'étais dans la reconnaissance du fait qu'il y avait des moments où j'avais besoin d'aller mal. Oui. Et je me suis laissée aller mal, je pense. Mais peut-être que ce qui m'a perdue, c'est déjà aussi le fait de m'exprimer autant sur les réseaux. Je l'ai ressenti comme une oppression à un moment donné. C'est pour ça que j'ai été absente des réseaux pendant plusieurs mois. Enfin, de ma dépression à facile la fin de l'été, j'étais pas du tout présente parce que j'avais besoin de m'en détacher. J'étais devenue un peu... J'étais tombée dans le piège des réseaux, c'est-à-dire de rester des heures et des heures sur Instagram, à répondre à des centaines de messages, à me stresser parce que je n'avais pas posté de vidéos ou de photos, à rentrer dans une espèce de comparaison toxique avec d'autres personnes qui étaient plus productives que moi. Et je me suis dit, mais tu fais quoi en fait, Fanny? Merci de l'avouer, Fanny. Bien sûr. C'est hyper courageux de ta part et c'est. Non, mais c'est la vérité. J'imagine que tu avais toujours cette image positive et tu l'étais réellement. Je l'étais, oui. Non, je le suis toujours. tu l'es toujours, mais peut-être que c'était une grande pression aussi. C'était une grosse pression que je me suis mise toute seule. Je suis rentrée dans un vrai cercle vicieux des réseaux sociaux. Et on se rend pas compte de ce qui se joue, j'imagine. Ouais. Non, et au bout d'un moment, finalement, ça t'oppresse, tu penses qu'à ça, tu te rabaisses et tu passes des heures à ça au lieu de vivre ta vie. Et puis de lever les yeux de ton téléphone et puis de regarder autour de toi. Je dis pas que les réseaux aujourd'hui, moi, ça a été une grande aide. Je vais pas dire le contraire. Bien sûr, oui. J'ai pu déjà trouver une grande communauté de sœurs de combat avec qui échanger. J'ai pu moi-même, je pense, inspirer d'autres personnes en expliquant mon parcours. Et les réseaux utilisés à bon escient, ça peut être très bénéfique, mais il faut vraiment faire attention à pas tomber de l'autre côté et pas tomber dans l'excès. Et c'est ce que j'avais fait et ça me pesait énormément. Donc j'ai fait une grosse pause réseau et voilà, tout le mois de juillet, je suis partie un mois, je suis partie en Suède, je suis partie au fin fond de la forêt suédoise. Toute seule ? Alors je suis partie seule, mais en Suède, j'ai fait quelques jours à Stockholm seule, mais j'ai rejoint une amie d'enfance, ma plus vieille amie, que j'avais pas vue depuis des années. Ma plus vieille amie qui vit de complète autosuffisance en plein milieu de la forêt suédoise, entourée de ses brebis et de ses chevaux, dans une ferme où Instagram, on s'en fout complètement, où on s'en tape de savoir si on est bien habillé, bien maquillé. Franchement, c'était tellement bénéfique. Je dis pas que j'ai envie de vivre comme ça, parce que je reconnais que j'ai besoin d'une vie plus active et j'ai besoin de plus d'interaction avec les gens. J'ai besoin aussi d'un petit confort, on va pas se le cacher. Là, on se lavait avec l'eau de la rivière. C'était vraiment un retour. Elle vit toute seule, là ? Non, elle vit avec son chéri. Elle vient d'avoir un bébé, d'ailleurs. Et ils sont là Ouais. Là. Ouais. Et ils ont leur potager. Ils vivent pas d'autosuffisance totale encore. Ouais. Mais ils s'en rapprochent très fortement. Mais ça a dû te faire un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Une espèce de déconnexion. Ouais. Et alors l'instant présent, mais dans toute sa splendeur. Ouais. En fait, j'avais besoin de tout ce que j'ai trouvé là-bas. J'avais besoin de calme, de nature, d'animaux et de simplicité. Que ce soit par les discussions que j'ai eues avec elle, parce qu'elle aussi, elle a une vie hyper inspirante. Elle a complètement changé de vie il y a quelques années. Elle a tout plaqué pour vivre son rêve et aujourd'hui, elle est ultra heureuse comme ça, alors qu'elle vit en marge de la société, on pourrait le dire, mais elle est hyper heureuse comme ça, donc c'était hyper inspirant. Et puis, mes journées étaient remplies de
de rien et en même temps de tout parce que je faisais des choses simples. Je me levais, je pouvais boire ma tisane dehors dans la chaise longue, à regarder les chevaux brouter dans son pré. J'allais ramasser le crottin de cheval. J'allais donner à manger aux brebis et j'allais les câliner parce que les moutons, c'est des animaux très, très tendres, très, très affectueux. Je ne le savais pas. Et puis, on se faisait des méditations au bord de la rivière. On allait faire des balades en vélo, balades à cheval. Et juste, voilà, et je lisais. On a lu, on a dessiné, on a joué, on a parlé. Enfin, c'était simple. Mais Fanny, mais quand tu dis il y avait rien, mais il y avait tout, ouais, c'est magnifique. C'était une reconnexion et totale. Mais là, reconnexion à moi-même. Est-ce que puisque tu dis je ne savais plus qui j'étais, est-ce que au bout de ce mois, tu t'es retrouvée? Est-ce que tu te sentais déjà mieux ou tu sentais que tu pouvais remonter la pente? Je me sentais mieux. Oui. Je peux pas dire que je m'étais totalement retrouvée au bout d'un mois. Je pense qu'actuellement, je me suis toujours pas complètement retrouvée, mais j'ai pas envie de me retrouver. Non. J'ai envie de me révéler et de comprendre qui je suis. C'est pas exactement la même chose parce que je pense que la Fanny d'avant niait un peu sa véritable identité. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde que le cancer, moi, ça m'a révélée. Et je pense que ça révèle beaucoup de personnes. Mais... Est-ce que tu es encore en cheminement, Fanny? Je suis encore en cheminement. J'y vois de plus en plus clair. Je me connais plus que jamais aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'en apprends toujours et je fais toujours des erreurs, mais je vois plus rapidement où je fais des erreurs et j'arrive plus rapidement à les corriger. Oui, je suis en cheminement. Est-ce que tu dirais que tu étais pas tout à fait alignée avant et que maintenant tu sens que tu t'alignes de plus en plus? En fait, avant, je pense que je vivais dans le déni de ce que mes tripes me disaient. C'est-à-dire que mes tripes m'ont toujours dit des choses qui étaient contraires à ce qu'on nous inculque. C'est-à-dire que moi, depuis toute petite, j'ai un goût énorme pour la liberté, pour la découverte du monde, des gens, pour le fait de me dire que mon bonheur ne réside pas forcément dans le fait d'avoir une maison, un CDI, un mari et des enfants. J'ai jamais rêvé à ça. Je dis pas que je l'aurai jamais, mais j'ai jamais rêvé à cette image. Moi, je rêve d'autre chose. Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est vibrer. Quelle que soit la manière dont je vibre. Si ça veut dire vivre toute seule avec mes chiens et maquiller des crânes jusqu'à ma mort, mais si ça me fait vibrer, moi, je prends. Je pense que j'ai nié cette partie de moi tout en l'exprimant quand même par petites doses. Et il y a beaucoup de choses que j'ai réprimées, je pense. Et c'est pour ça que je suis convaincue que c'est pas pour rien si le cancer est arrivé dans ma vie. Je pense que les dernières années de ma vie d'adulte, j'ai réprimé beaucoup de choses. Que ce soit au niveau professionnel, qu'au niveau sentimental ou relationnel. Je pense que j'ai réprimé beaucoup de choses et que je retenais un peu la vraie Fanny de sortir. Et ce cancer, c'est pour ça que je le dis et je le redis. Quand on me l'a annoncé, j'ai compris que c'était logique. Je l'ai compris, en fait. Alors, c'est peut-être aussi parce que quand on me l'a annoncé, c'est très bizarre aussi, je sortais de 6 mois de coaching personnalisé avec 2 coachs que j'avais pris. Et ces 6 mois venaient de s'achever et j'avais déjà compris beaucoup de choses sur moi. J'avais une toute nouvelle idée professionnelle à déployer, je me sentais bien. Et là, bim, quelques jours plus tard, on m'apprend que j'ai un cancer. C'est fou. Eh ben, je suis persuadée que si j'avais appris mon cancer, alors que mon cancer était sûrement là depuis au moins 6 mois. Ah oui, et probablement plus. Voilà. Oui. Je suis persuadée que si j'avais appris ce cancer avant la fin de ce coaching personnalisé, peut-être que je l'aurais pas aussi bien pris. Peut-être que je l'aurais pas aussi bien accueilli. Oui, t'étais déjà en cheminement. J'étais déjà en cheminement et ce cancer, ça a été un peu l'évidence de « Ah bah oui, ok, c'est nécessaire. » C'est nécessaire. J'aime bien quand tu dis qu'il est une opportunité pour, en fait, et que tu lui as vraiment donné un sens. Oh, je vois l'heure qui tourne et je crois qu'on pourrait rester des heures et des heures. Mais c'est d'une profondeur. Je parle et trop. C'est tellement... Non, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai envie qu'on parle de ton projet. Oui. Quand est-ce qu'il est arrivé? Bon, Maquille mon crâne. C'est assez simple. Ouais, Maquille mon crâne, je crois que de toute façon, voilà. Je me suis pas foulée pour le nom. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les vidéos qui ont été postées avant ce podcast sur les réseaux, puis pour tous ceux qui l'écouteront dans un an,
N'hésitez pas à aller voir la page de mon site avec toutes les vidéos de Fanny, de scroller un petit peu sur Instagram ou d'aller voir Fanny sur son Instagram qui s'appelle Maquille mon crâne. Tout simplement. Oui, Maquille mon crâne avec un K. Oui, bien sûr. Quand est-ce que le projet est né et comment tu décrirais le projet? Alors, bon, après, moi, je suis en full admiration. Je crois que j'ai regardé les vidéos en boucle. C'est juste, écoute, pour t'aider la vérité, j'avais presque envie de me raser la tête. Et je crois que je suis pas la seule à l'avoir dit. J'avais envie de me raser la tête pour vivre l'expérience. Honnêtement, ça me touche beaucoup. Et en même temps, ça me gêne d'entendre cette phrase parce que il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, j'ai limite envie de me raser les cheveux. Pourquoi t'avais pas commencé ton projet quand moi-même j'étais en traitement? C'est ce que je me suis dit, quoi. Oui. Ça me touche énormément. Et en même temps, ça me gêne parce que j'ai certainement pas envie que vous vous rasiez les cheveux de nouveau. Mais je décrirais Maquille mon crâne comme un... En fait, c'est un kiff personnel devenu mission de vie. Maquille mon crâne. Parce que j'ai eu cette idée quelques jours après l'annonce de mon protocole. On venait de m'expliquer que j'allais avoir 6 mois de chimio, etc. Mon oncologue avait été clair sur le fait que ça allait être une chimio alopéciente et que j'allais perdre mes cheveux. Et très rapidement, je me rappelle très bien, j'étais dans ma chambre, allongée. Moi, j'ai un cerveau qui mouline en permanence. D'ailleurs, j'ai appris très récemment que j'étais TDA. Voilà, ceci explique cela. Comme quoi, j'en apprends tous les jours sur moi-même. TDA, HPI, on va dire, oui. Voilà, HPI, c'est pas encore confirmé, mais c'est fort possible. En tout cas, j'ai un cerveau qui mouline en permanence et j'ai beaucoup d'idées, parmi lesquelles j'ai du mal à m'organiser. Bref. Mais je pense que c'était le soir même ou le lendemain de ce rendez-vous avec l'oncologue. Il m'avait dit, voilà, vous allez être chauve. Et en fait, ça m'est apparu hyper vite. Je me suis dit, oh, mais trop bien! Je vais me faire maquiller le crâne! Oh. Bon, après, j'ai passé 15 ans à évoluer dans le milieu de la cosmétique. J'ai toujours adoré le body painting. J'ai toujours adoré le maquillage artistique, peindre des corps, peindre des visages. Ah, donc tu avais déjà fait ça? J'avais déjà fait ça. Peindre des corps, oui. Le body painting, j'en fais depuis des années. Peint des crânes aussi? Pas des vrais crânes. Parce qu'il y a eu, c'était quoi, cette mannequin qu'on a vu tout en rouge, là, Doja Cat. Je me suis dit, ben voilà, ils se sont inspirés de toi. Non, j'aimerais, mais non. Elle, c'est un faux crâne qu'elle porte, même si elle est très rasée, elle a des petits cheveux, mais ils lui ont posé un faux crâne, ou ce qu'on appelle une calotte en maquillage. Non, les diamants, ils ont été mis après. Ah, waouh. Et en maquillage, en fait, quand on veut mettre des choses sur le crâne ou quand on veut faire des effets spéciaux sans cheveux, etc., on pose une calotte ou un faux crâne sur les cheveux. Donc ça, je l'ai déjà fait. Peindre un vrai crâne, je l'avais jamais fait. Comme j'ai toujours adoré le body painting, c'est vrai que moi, quand on m'a dit que j'allais perdre mes cheveux, ça a été OK. J'ai la chance, par rapport à d'autres femmes pour qui ça a été une grosse souffrance, j'ai la chance de ne pas avoir souffert de la perte de mes cheveux. Et je pense que cette idée y est peut-être pour quelque chose. Parce que très vite, je me suis dit, trop bien, je vais découvrir une nouvelle partie de moi que je ne connais pas. Je vais découvrir de nouvelles sensations, je vais pouvoir toucher mon crâne. Mais qui peut faire ça? Pas beaucoup de monde. J'avoue que la douche. Ah, la douche. C'est trop bien. La douche est magnifique. Par contre, le coup de vent sur le crâne, ça pique. Mais les petits bonnets Uniqlo en cachemire. Ouais. Et en fait, très vite, j'ai écrit à une dizaine d'amis maquilleurs, de collègues maquilleurs, donc j'en connais pas mal. Je leur ai balancé l'idée comme ça, j'ai envie que tu me maquilles le crâne, je te laisse carte blanche, est-ce que ça te dit? Ils m'ont tous répondu oui. Donc je leur dis à tous un grand merci. Je vais pas les citer parce qu'avec mon cerveau de chimio, j'ai peur d'en oublier un ou deux et du coup de me sentir mal. On va tous les englober, quoi. Mais voilà, tous ceux qui ont maquillé mon crâne et tous les photographes qui m'ont photographié crâne nu, je vous remercie à 1000%. Parce que c'est parti donc de ce kiff personnel. Au départ, je voulais juste qu'on me maquille. Et donc, j'ai passé 10 shootings, 10 journées un peu hors du temps à voir cet artiste souvent ami en plus. Mais c'était chaque fois des maquillages différents. On est bien chaque fois des maquillages différents. Il y a eu plein de différents. Il y a eu j'ai envie de dire différentes œuvres d'art. Différentes œuvres d'art, tout à fait. Éphémères, mais avec le recul, en plus, je me dis que ça a pu, pour certaines de ces personnes dont je suis plus proche, ça a pu être aussi soit difficile, soit une journée vraiment... de complicité dans la maladie. Oui, il y a une complicité qui se crée, mais je me dis que certaines de ces personnes ont dû se mettre un peu la pression de faire ça. Ils avaient appris mon cancer il y a peu de temps. Là, je leur demandais de non seulement accepter mon image crâne nu alors qu'ils m'ont toujours vu avec des cheveux et en plus me maquiller le crâne. Peut-être que certaines d'entre elles ont ressenti une certaine pression ou
Ou une magnifique opportunité. Ou une opportunité, mais en tout cas, c'était de superbes journées. Les photos, je les trouve toutes sublimes. À chaque fois, les photographes ont fait un boulot de fou. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte à quel point c'était bénéfique pour moi. Parce que dans ces journées-là, j'étais pas malade, en fait. J'étais pas malade. Et sur les photos, je me disais, oh putain, je suis canon, quoi. Je suis canon, j'ai pas de cheveux. Je confirme. Mais je porte l'art sur mon crâne, c'est magnifique. Ces photos-là, j'ai envie de les exposer chez moi. J'ai commencé à en parler à des sœurs de combat avec qui je conversais ou que je croisais sur les événements. Et elles m'ont dit, mais faut le faire sur d'autres. Mais oui. Et je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi pas? Je suis maquilleuse. Bah oui. Et donc, j'ai commencé à maquiller d'autres femmes alors que j'étais toujours en chimio. Oh, et là, je me permets de te couper, mais il y a une photo de toi, crâne nu, en train de maquiller une autre femme, crâne nu. Oh, moi, je fais dire, chaque fois que je la vois, les larmes montent. C'est hyper émouvant. C'est vrai que la symbolique est assez forte. Deux femmes malades, c'est vraiment magnifique. Ouais. Magnifique. Et donc, tu as commencé avec qui ? La toute première, il me semble que c'était Amandine, que j'ai croisée sur le défilé du gang des crânes rasés à Lille. Les 3-4 premières, c'était Amandine, Whitney, qui s'est transformée carrément en demi-body painting, parce qu'on a, là j'avais pris une amie assistante, parce que j'étais encore en chimio, donc un peu trop faible pour faire un body painting. Mais le maquis mon crâne s'est carrément transformé en demi-body pour magnifier sa mastectomie. Il y a eu Élodie, Julie, voilà, dans les toutes premières, Sophie aussi. Et en fait, j'ai commencé à les maquiller, je dirais, en septembre ou octobre. Et j'ai commencé à diffuser mes propres photos au mois d'octobre. Je voulais balancer le projet pour Octobre Rose. Parce qu'au départ, quand je me suis lancée sur d'autres crânes, je me suis dit, je vais maquiller les femmes qui ont un cancer du sein. Ce projet va me servir à faire de la prévention pour le cancer du sein. Très vite, je me suis dit, mais non, en fait, je vais ouvrir à tous les cancers. Oui, bien sûr. Et très, très vite après, je me suis dit, mais non, je vais ouvrir à toutes, déjà à tous les genres, femmes et hommes, même si pour l'instant, je n'ai pas encore d'homme. Mais si vous êtes chauve et que vous êtes un homme, faites appel à moi. Et l'alopécie, évidemment. Et l'alopécie universelle, mais voilà. Oui. Parce que c'est pas le même enjeu. C'est une autre phase d'acceptation parce que finalement, quand on sait qu'on perd les cheveux avec la chimio, alors il y a la notion de cancer, la notion de maladie qui vient compliquer les choses. C'est très brutal, mais finalement, tu sais que tes cheveux vont repousser à un moment donné, dans la plupart des cas, parce que j'ai appris que ça n'arrive pas toujours. C'est très rare, mais ça n'arrive pas toujours. Mais t'as les personnes qui ont de l'alopécie universelle et qui peuvent perdre aussi leur pilosité très rapidement. Et pour toujours. Et pour toujours. Oui. Potentiellement pour toujours. Là aussi, des fois, ça revient. Mais... Et je me suis dit, mais non, je veux toucher toute forme d'alopécie, que ce soit temporaire ou universelle, cancer ou pas cancer, homme, femme, enfant. Aujourd'hui, même si mon projet, je pense, sert quand même un peu à sensibiliser sur le cancer, à lever les tabous autour du cancer, je veux surtout lever les tabous autour de l'alopécie. Oui. Sensibiliser les gens et casser un petit peu les codes de la beauté et montrer que, oui, une femme chauve, c'est magnifique. Mais c'est... Alors, j'ai une petite question. Est-ce que tu prépares tes dessins? Parce que tu as l'air d'être... Enfin, je sais pas, c'est sur les photos, peut-être que j'imagine que tu arrives en freestyle. Tous ces crânes sont tellement différents, c'est des œuvres d'art tellement différentes. Est-ce que tu as un schéma ou un dessin déjà en tête ou tu y vas en fonction de la personne? Alors, c'est important pour moi de choisir un thème qui soit sur mesure avec la personne qui fait appel à moi. Donc, il y a un échange qui se fait entre nous, déjà par mail, ensuite par téléphone, où je la fais parler, je lui pose des questions sur son histoire, sa personnalité, ce qu'elle aime. Quand la personne me laisse carte blanche, il y en a, et je les remercie parce qu'elles me font confiance. Et c'est génial d'avoir carte blanche quand on est maquilleur. Je fais un mix entre mes idées, ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que j'ai envie de tester comme technique ou ma volonté artistique, et ce qui va coller à sa personnalité et tout ce qu'elle m'a dit. Il y a toujours une symbolique, même minime, dans ce que je vais lui faire sur le crâne. Et puis, il y en a d'autres qui me donnent des éléments. Parfois, c'est des éléments vraiment... comme des fleurs. Voilà, je veux que ce soit fleuri. Moi, j'adore les paillettes. Parfois, on me donne un thème bien précis, donc ça me challenge plus, parce que ça réduit un peu le champ des possibles, mais finalement, me donner un thème peut aussi libérer ma créativité. Je pense notamment à Sophie,
Sophie, qui est une rencontre extraordinaire parce que elle m'a contactée sur Instagram dans les débuts de Maquille mon crâne, hein, en me disant que je lui avais sauvé la vie. Donc déjà, en termes d'intro, pour te faire pleurer, c'est pas mal. Sophie, en fait, elle était en train de baisser les bras. Elle venait de dire à son mari « Tu te remarieras ?» Enfin, vraiment, elle était en train de baisser les bras. Et elle m'a expliqué qu'elle s'est perdue sur Instagram et qu'elle est tombée sur mes photos, donc des photos de moi maquillée. Et que à partir de là, elle a regardé mes photos, mes vidéos, elle a découvert mon projet Maquille mon crâne et elle a été transcendée par la symbolique du projet. Et elle m'a écrit en me disant « Tu viens de me sauver la vie, j'aimerais que tu me maquilles le crâne ». Et ça a été tellement fort comme approche et ensuite l'échange au téléphone a été tellement puissant aussi que c'était comme toutes les autres séances, mais c'était une séance qui a beaucoup compté pour moi. On est devenus amis aujourd'hui d'ailleurs. Et Sophie, elle m'a imposé un thème. Elle m'a imposé le thème de l'Égypte, qui était très significatif pour elle et qui était très challengeant pour moi. Parce que je tiens à garder ma patte quand je maquille. Mm-hmm. J'ai un style que je veux assez moderne, assez graphique. Mais tu dessines déjà très bien à la base. Dessinais. Parce que, oui, c'est ça, parce qu'il faut être capable de dessiner. Parce que non, pas forcément. Ça aide. Oui, ça aide. Hein, oui. Mais pour être maquilleur artistique, il faut pas forcément savoir dessiner. Mais les fleurs, après, c'est parfois des pochoirs ou bien sûr. Tu dessines aussi des fleurs. Ah non, il y a beaucoup d'options de collage. Hein. Oui. C'est extraordinaire. Dans le maquillage, il y a plein de choses. On peut faire des décalcomanies, on peut faire du collage. Enfin, c'est pas seulement à main levée, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'était challengeant pour moi parce que en maquillage, l'Égypte te fait facilement basculer dans des choses un peu kitschouilles, quoi, où tu fais un œil de Cléopâtre, tu maquilles les yeux à l'égyptienne. Moi, je voulais pas ça. Je voulais que ça convienne au thème, mais je voulais que ça reste ma patte. Et au final, je suis hyper contente du résultat parce qu'elle m'a sorti de ma zone de confort et en même temps, le résultat lui a énormément plu. J'ai hâte de voir. C'était dans les tons sable et tout ça C'était les couleurs de l'Égypte. Donc, il y avait du doré, du bleu, du noir. J'ai quand même fait l'œil d'Horus. Ouais. C'était important pour elle qu'on retrouve l'œil d'Horus. Donc, je l'ai fait en collage à l'arrière de son crâne. Ah, je crois que je me souviens. Et ça restait graphique. Ça restait, à mon sens, moderne. Maintenant, l'art est subjectif, donc peut-être que d'autres personnes ne trouveront pas ça moderne du tout. Mais ça correspondait au thème et ça m'a transcendée. Je réfléchis au thème quand même en amont. Pour certaines personnes, je fais des croquis. Et quand je m'accorde le temps de le faire aussi, ce qui n'a pas été le cas ces dernières semaines. Oui. En tout cas, j'ai une idée globale de ce que je veux faire quand j'arrive, mais il y a beaucoup de choses qui se font en impro, j'avoue. J'avoue, il y a des choses qui se font en impro parce qui se rajoutent, j'imagine. Ouais. Et parfois c'est bien parce que je préviens la photographe et la modèle que j'ai 1001 idées et qu'il faut peut-être essayer de me canaliser. Donc quand j'ai une idée qui m'arrive en cours de séance, il peut m'arriver de le partager à la modèle et à la photographe ou au photographe. Et c'est bien qu'on me calme, quoi. Mais j'imagine aussi que qu'il y a une petite place aussi à l'imprévu, au moment de la rencontre et tout ça. Oh, Fanny, je vois le temps qui passe. En fait, on aurait dû faire 2 épisodes. Qu'est-ce que tu aurais on va peut-être refaire un épisode sur Maquille mon crâne exclusivement, ou peut-être un épisode en vidéo, en fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur le moment où la femme se voit dans le miroir, en fait, pendant que tu la maquilles, ou elle est devant un miroir, en fait, ou pas? Donc, elle voit l'évolution, vraiment le moment de la découverte de... C'est très lâche de ma part, parce que moi, pendant toutes les séances que j'ai eues sur moi, j'avais un miroir en face de moi. Oui, donc tu voyais l'évolution. Bah ouais, parce qu'en plus, je suis maquilleuse, moi j'ai envie de voir mon maquilleur travailler, j'ai envie de voir ses techniques, j'ai envie de voir l'évolution. Mais là, sauf demande contraire, la plupart de mes modèles se découvrent à la fin. Oh là là, mais ça c'est magnifique. Ouais. La plupart, hein. Il y en a qui trichent un peu en cours de route, mais la plupart se découvrent à la fin. Mais je laisse le choix, hein. Je leur impose pas, bien entendu. Et donc c'est un sacré choc. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais... Bon, après, j'imagine que tout le monde réagit différemment, mais... Comment tu pourrais résumer ce moment de découverte? Un micro-temps de latence, de laisser, silence. Ouais, laisser l'information visuelle remonter au cerveau. Oui, c'est ça. T'en as qui n'ont pas les mots, qui font sidérés. Et puis qui se regardent sous toutes les coutures. T'en as qui ont la petite larmichette qui monte. T'en as qui répètent inlassablement c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. T'en as qui n'ont pas de mots.
Ouais, j'imagine. Et c'est vrai que ça m'est jamais encore arrivé. Enfin, j'espère qu'elles ont toutes été honnêtes. Mais j'ai peur qu'un jour, on me dise j'aime pas. Donc, Elle se lancerait pas dans l'aventure. Oui, mais on sait jamais. Ça peut arriver. Mais en même temps, c'est tellement un choc pour elle. C'est un choc que moi, finalement, j'ai pas ressenti. C'est marrant parce qu'on m'a posé la question l'autre jour, est-ce que tu te rends compte de l'impact que ce projet a sur les femmes que tu maquilles ? Et je pense que même si je peux comprendre, au fond, je le ressens pas l'impact. Parce que moi, quand on m'a maquillé le crâne, déjà, l'idée venait de moi. J'ai baigné dans le milieu artistique depuis plus de 15 ans. Je suis habituée à ça. Voilà, on m'avait jamais maquillé le crâne, mais on m'avait déjà maquillée de façon un peu extravagante. On m'avait déjà fait des maquillages artistiques. Je suis habituée à ça. Donc, je trouvais ça trop cool, mais j'avais pas cette valeur de faire la démarche de me mettre à nu devant quelqu'un, alors que peut-être que j'accepte pas mon crâne. La plupart des modèles qui viennent me voir, c'est leur cas. Elles ne s'acceptent pas toutes crâne nu. Donc déjà, c'est la démarche d'enlever leur foulard ou leur perruque devant moi, ou devant le photographe, ou déjà ça peut être un pas assez difficile pour elles. Et ensuite, de voir dans le miroir cette partie d'elle qui stigmatise la maladie ou qui stigmatise un choc émotionnel quand c'est une alopécie permanente. Là, de voir cette partie-là qu'elle n'accepte pas toujours très bien, complètement métamorphosée et transformée en art, je pense que ça leur provoque un choc émotionnel que moi, je n'ai pas eu. Et du coup, la dimension psychologique, elle explose à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que je pense que je réalise pas encore complètement l'impact que ça a sur elles, l'impact positif, attention, hein. Mais quand derrière, elles ont beaucoup de gratitude à mon égard, qu'elles me remercient, ou j'ai déjà eu des séances où le mari était là et il me remerciait les larmes aux yeux, mais je me rends pas bien compte, en fait. Il y a aussi toute cette relation, en fait, parce que c'est pas que se retrouver avec le crâne maquillé, mais c'est tout ce qui s'est passé pendant... Ça dure combien de temps, en fait? Ça dure une journée et c'est important pour moi de... C'est toute une... Moi, je pense que la richesse, elle est aussi dans la relation, dans l'expérience, dans ce qui se construit à vous deux, dans vos regards, enfin, on le voit sur les photos, il y a quelque chose de... Oh là là, mais moi je vais être émue aussi. Toutes ces séances, c'est des moments tellement enrichissants pour moi. Je suis désolée, voilà. Et c'est... Ah ben voilà. Mais tu me fais pleurer, Delphine, super. Non, je disais que j'avais pas fini de remercier les gens, mais je remercie toutes ces femmes qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant, parce que elles me remercient beaucoup à chaque fin de séance en me disant que je leur ai apporté quelque chose, mais elles se rendent pas compte que elles m'apportent énormément aussi. En fait, toutes ces rencontres sont hyper enrichissantes, hyper incroyables. Je me sens tellement reconnaissante de tout ce que je vis. Et c'est pour ça que je sais que j'avais raison, en fait. Oui. Je sais que le cancer, il m'a révélé. Et ça a été une opportunité. J'aurais jamais créé Maquille mon crâne sans tomber malade. J'aurais jamais eu cette relation avec les personnes que je maquille sans être passée par là et par l'alopécie. Et aujourd'hui, vraiment, je peux dire que Maquille mon crâne, je sais pas si c'est ma mission de vie, mais c'est une part de ma mission de vie. Ce projet, qui est devenu association depuis un mois maintenant, ce projet, je le chéris tellement, et il me tient tellement à cœur et j'ai tellement envie d'en faire de grandes choses pour ces personnes. Je reçois encore plus que ce que je donne à ces femmes. Ben c'est souvent, finalement. On reçoit encore plus quand on donne. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont les next steps pour Maquille mon crâne et quels sont les grands rêves? Lever des fonds, j'imagine, maintenant. Écoute, pour l'instant, Maquille mon crâne est une association à but non lucratif, donc que j'ai créée avec 2 sœurs de combat. On va les mentionner. Bien sûr, Caroline et Marion, que je remercie aussi. Caroline du Combat des Roses et Marion, que je ne sais pas si je la connais. Et Marion, c'est une triplette que j'ai rencontrée sur le défilé Ruban Rose sous la Tour Eiffel, qui est devenue une amie très chère, qui vit à Lille et qui est d'une aide extrêmement précieuse, que ce soit dans l'aventure Maquille mon crâne ou d'un point de vue personnel, parce qu'on est devenus vraiment très très proches. Donc là, Maquille mon crâne est une association. Pour l'instant, on débute. On essaye surtout de structurer le modèle Maquille mon crâne, la prestation type, le site est en cours de création, le kit de communication aussi. On est vraiment au tout début. Et oui, bien sûr, le grand rêve, c'est déjà que Maquille mon crâne se déploie et qu'on ait des demandes d'hommes et d'enfants. Déjà. On aimerait... Et dans les hôpitaux, tu t'imagines, pour les enfants? Ouais, carrément.
On aimerait que Maquille mon crâne devienne national, voire international. Mais oui, bon, ça, n'oublions pas la Belgique quand même. La Belgique, la Suisse, voilà. Après, s'il faut réadapter Maquille mon crâne dans les pays anglophones, ce sera possible aussi. Mais donc, si je comprends bien, ce ne sera pas toujours toi, hein? Donc, alors, tu aurais une équipe vu que mon envie, c'est de le déployer et de faire potentiellement des mini-tournées comme ce que j'ai fait à Nice, de répondre à un maximum de demandes, c'est sûr que je pense qu'à un moment donné, moi, il faudra que j'accepte de déléguer à d'autres maquilleurs. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà pris des assistants et je vais continuer à le faire. Mais je pense qu'à un moment donné, l'idée, c'est que j'ai aussi bien un vivier de photographes qu'un vivier de maquilleurs. Et que ce sera plus toi, quoi. Si je veux que ça grossisse, je pourrais pas tout faire toute seule. Je resterai cependant directrice artistique du projet, de l'association. Le Graal ultime, donc là je fais appel aux mécènes qui peuvent nous écouter. On y va. Le Graal ultime, en dehors des tournées qu'on peut mettre en place, ce serait d'avoir un local dédié Maquille mon crâne. Ah. Et donc les femmes se déplaceraient. En tout cas, les femmes qui vivent dans cette région-là ou qui peuvent se déplacer pourraient être reçues directement dans le local. Et moi, j'aimerais un local avec... où il y aurait un studio. Une partie studio, une partie make-up, une partie exposition des modèles qui ont déjà été maquillés, un petit bureau pour l'association. Là, génial. Ce serait le Graal ultime que Maquille mon crâne ait ses propres locaux. Ah, voilà, on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, l'association a 1 mois. Moi, je suis très impatiente de nature, donc c'est difficile de me retenir. Mais voilà, pour l'instant, on s'en tient à ça, à structurer l'association, à chercher des partenaires, des collaborations. Dès que tout sera mis en place, on pourra faire un appel aux dons et commencer à prendre des adhérents. Faire une expo aussi, vraiment. J'ai déjà fait une expo. Oui. J'ai déjà fait une petite expo. D'ailleurs, grâce à un des amis photographes dont je parlais plus tôt. Donc, c'était une expo modeste, mais qui m'avait déjà bouleversée de voir quelques photos comme ça exposées et voir les modèles réunis dans un même espace. C'était déjà hyper émouvant. Donc, c'était une expo qui était plus dédiée à un immeuble professionnel. Donc, c'était pas complètement ouvert au grand public. Mais oui, dans les hôpitaux, il y a plein d'espaces d'exposition qui seraient superbes pour Maquille mon crâne. Donc là, pareil, je suis ouverte à toute proposition. Ah, mais j'ai une petite idée pour toi. Je t'en parlerai après. Parfait. J'ai une petite idée. Oh, écoute, Fanny, on va clôturer parce que sinon ça devient. C'est passionnant, mais ça devient un peu long. Oui. Les gens n'ont pas toujours... Enfin, ils peuvent l'écouter en plusieurs fois de toute façon, hein, mais oui. On mettra toutes les infos de Maquille mon crâne. Voilà, j'imagine que tu vas peut-être faire des levées de fonds. Juste une petite question. En fait, la prestation est payante pour le moment ? Oui, voilà. La prestation est payante parce que c'est important pour moi que les artistes qui travaillent dans ce projet ne travaillent pas bénévolement. Bien sûr. Ayant évolué dans le milieu du maquillage depuis 15 ans, j'ai eu une petite carrière de freelance aussi. Pour moi, c'est un travail qui demande tellement de préparation, de temps, d'énergie. Et le matériel. Le prix du matériel. Donc, la partie maquillage demande un gros travail en amont. La partie photo demande un travail le jour J et après, parce que pour retoucher des photos artistiques, il faut beaucoup de temps. Pour moi, c'est important que les artistes soient payés. Très important. Donc, la prestation a un certain coût, mais qui est très en dessous de la réelle valeur de cette prestation. Et de toute façon, à chaque fois qu'on me contacte, j'explique ce qu'il y a dans le prix. Donc, il y a la partie maquillage, la partie photo, mais il y a aussi, du coup, l'adhésion à l'association. Une partie qui est mise de côté pour reverser en fin d'année à une autre association ou à la recherche. Ah, c'est magnifique. Et une partie qui est dédiée, une petite partie qui est dédiée à la trésorerie de l'association. Mais le plus gros de la prestation est destiné à payer les artistes et à défrayer le matériel. Parce que Maquille mon crâne, même si ça rentre pour moi dans de la photothérapie qui est destinée au bien-être de la personne, c'est aussi un projet très artistique qui nécessite des compétences qu'on ne trouve pas partout. Oui. Donc là, moi, je travaille avec des photographes très talentueux. Ce qu'on produit, c'est de l'art. C'est pour ça que le motto de Maquille mon crâne, c'est faire de son crâne nu une œuvre d'art. Oui. Le principe, c'est pas que vous venez, on vous fait belle et on vous prend en photo. C'est qu'on vous transforme en œuvre d'art. Oui. Fanny, la petite question piège. Oui. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast ? Oh si tu veux un petit temps de réflexion, je pourrais couper. Bon, je vais me lancer. Peut-être que je vais bafouiller un peu, mais c'est pas grave.
Je vais peut-être dire quelque chose d'assez bateau, mais pourtant c'est ce qui m'a tenue pendant toute cette aventure du cancer. J'aime bien parler du cancer comme d'une aventure et non pas comme d'une épreuve, parce que pour moi c'est l'aventure la plus dure et en même temps la plus belle de ma vie par ce qu'elle m'a apporté. Donc je dirais que je suis convaincue plus que jamais que rien n'arrive par hasard, que tout a un temps et une énergie particulière à un moment donné, et ce que le cancer et ce que cette aventure a confirmé, c'est que le bonheur se trouve dans l'alignement avec soi-même. Même si ça veut dire passer par une phase de chaos, même si ça veut dire passer par une phase de perdition où peut-être qu'on perd tout du jour au lendemain, je pense que pour moi, la réussite dans la vie, c'est d'être aligné avec ses valeurs et suivre ses tripes, suivre ce que son ventre nous dit, même quand c'est difficile. Et je suis reconnaissante d'être tombée malade pour m'être révélée et aujourd'hui me permettre d'être vraiment moi-même et de continuer ce cheminement vers la vraie Fanny. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais voilà. C'est magnifique. Okay. Alors, je t'avoue que j'adhère à 100%. Et finalement, quand on n'est pas aligné, ça nous rattrape. Oui. À un moment ou un autre. C'est donc, ça. Merci de tout cœur, Fanny. Merci à toi, Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi, vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Et puis, dernière petite chose, Naître princesse devenir guerrière a lancé sa page sur Tipeee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est rendu évidemment au centuple, grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci de tout cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. La gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.